Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui souhaitent grandir autant dans l'esprit que dans le corps. Dans l'épisode du jour, on va parler des 50 km que j'ai couru il y a bientôt un an et de toute l'histoire qu'il y a derrière. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? Peut-être que toi derrière ton écran, tu as déjà la réponse parce que tu me suis sur les réseaux comme Instagram, mais peut-être pas. Donc, je te laisse découvrir ça dans cet épisode. On va parler également de David Goggins, un ultramarathonien que tu connais peut-être, mais si tu ne le connais pas, tu vas apprendre à le connaître, il n'y a pas de souci. Et enfin, on va parler du parallèle entre la force physique et la force mentale. Euh, voilà, donc je te laisse te mettre dans un cadre confortable pour toi, peu importe ce que tu fais, que tu sois en train de marcher, de courir, de faire ta séance, de faire de la cuisine ou justement de ne rien faire. Je t'invite à mettre ton ego de côté et à te poser avec moi. Et on est parti. Donc, pour en dire un petit peu plus sur David Goggins, qui il est, c'est un Américain qui maintenant est très connu, qui a développé un petit peu son business autour de son vécu. Son vécu, on va revenir dessus bien sûr. Donc, il a grandi à Buffalo, une ville d'Amérique. Il a grandi avec sa famille, donc son père, sa mère et son frère. Seulement voilà, son père maltraitait et battait sa mère, son frère et lui, tout simplement. Il a eu une enfance très difficile. Il travaillait dans la patinoire donc de son père, où pour son âge, en enfant, il travaillait énormément, tout simplement. Et pour désamorcer tout ça, il a vraiment dû encaisser toute cette souffrance pendant son enfance. C'est ce qui a commencé vraiment à le forger. Et il a finalement arrivé à fuir son père avec sa mère. Seulement son frère à lui est resté avec son père, tout simplement. Donc David Goggins, il a deux livres que j'ai juste à côté de moi. Le premier livre est disponible en français, donc c'est Can't Hurt Me. Excusez mon accent, voilà. Mais donc plus rien ne pourra m'atteindre, en gros, c'est un petit peu ça. Euh, Ce livre, il est disponible en français, je vous invite fortement à le lire. Très motivant. Euh, voilà. Et il a un deuxième livre, Never Finished, donc jamais fini, qui lui par contre n'est disponible qu'en anglais, donc à se procurer sur Amazon ou directement en commande avec votre libraire. Mais tout simplement, ce livre, ça retrace un peu plus en profondeur l'histoire de David Goggins. Mais par contre, du coup, il faut savoir lire en anglais forcément. C'est pas forcément difficile. Moi, je vous invite à le faire. Ça développe en plus votre anglais. Donc voilà. Donc, David Goggins, en gros, il se rend compte qu'il vit dans le déni de son potentiel. Il a vraiment, en fait, un potentiel caché au fond de lui, mais qu'il a du mal à développer à cause de son passé qui a été très traumatisant, on va dire. Euh, il débute son livre après avoir raconté donc son enfance que j'ai très vite résumé par le concept donc de accountability mirror. Donc en gros, si vous voulez, si tu veux, pardon, je préfère tutoyer. Si tu veux, il écrit la vérité crue sur soi-même et en gros, il colle des post-it sur son miroir pour vraiment se responsabiliser. En gros, là, c'est une des principales thématiques qu'on aura dans ce podcast. Ça va être, enfin dans cet épisode-ci plutôt, hein, ça va être vraiment la notion, tu es responsable de tous tes actes. Tout simplement, on a des actes dans notre vie. On est responsable de tout. On est responsable vraiment des actes qu'on fait. Ça, je vais le développer, bien sûr. Mais en gros, lui, il colle, tu vois, ses post-it sur son miroir pour se responsabiliser. Donc, par exemple, un exemple, peu importe lequel, euh, je suis gros, je dois perdre du poids, tu vois. Il va garder une transparence avec lui-même et tout simplement comme ça, il se voit dans ce miroir, il voit son post-it, il ne peut pas nier, ne peut pas être dans le déni, son ego ne peut pas le rassurer. Vraiment, c'est un petit peu ça le but de ces miroirs. Et donc, on en vient du coup au premier outil qui peut être utile dans ce podcast, ça va être tout simplement ton miroir. Ton miroir et un post-it, et des post-it plutôt. Tu peux marquer n'importe quoi sur ton post-it, des trucs que tu dois te rappeler tous les jours, tu le poses sur ton miroir et tous les matins, tous les midis, tous les soirs, tu te verras dans ton miroir avec un message qui t'est adressé à toi-même, que tu ne peux nier, évidemment, vu que c'est toi qui l'as écrit.
ça peut être un outil très utile. Je t'invite à l'essayer, tout simplement. Donc, David Goggins, il faut savoir que donc, dans ses 18 ans environ, euh, il est obèse et vraiment il n'a pas de discipline. Et vraiment, il a un déclic. Un soir, il est devant sa télé et il voit passer un reportage des Navy Seals. Donc les Navy Seals, c'est quoi? C'est une des plus grandes sections, si je ne dis pas de bêtises, de l'armée américaine. Et il voit ça et il décide euh, de radicalement changer en regardant. Pour faire une transition un peu brutale, il perd plus de 45 kilos en 3 mois pour entrer dans les tests de sélection de la Navy. Il ne le réussit pas du premier coup, si je me souviens bien. Il le réessaye plusieurs fois. C'est des tests très exigeants, notamment donc à la natation. David Goggins, lui, ne sait pas nager et vraiment, il a dû apprendre à nager. On a des tests dans les Navy Seals où forcément, il faut être très bon en natation, en apnée, en endurance, en force physique, en force mentale. C'est vraiment quelque chose de très très dur qu'il arrive à développer dans son livre. Et donc pour ça, je t'invite à vraiment lire son livre pour en savoir plus tout simplement là-dessus. Donc voilà. Euh, quand il arrive tout simplement vraiment à être accepté dans la Navy, il faut savoir que on commence par une Hell Week, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est une semaine de l'enfer, tout simplement, où ils sont poussés à bout. En gros, ils sont un groupe et à la fin, il en reste plus que certains, puisque certains abandonnent tout simplement. Ils sont dans des conditions très rudes. Ils peuvent dormir dehors, ils peuvent être mis dans la mer froide à presque 0 degré, un tout petit peu au-dessus forcément, mais vraiment des conditions très extrêmes qui en fait sont là pour les pousser à bout et pour ne retenir que les meilleurs. Pour des soucis de santé, David Goggins, lui, n'a pas réussi sa ou ses premières Hell Week et en fait, il est quand même revenu. Il n'est pas resté là-dessus, on va dire. Il est revenu plus fort. Ensuite, si je dis pas de bêtises, c'était une pneumonie qu'il avait pendant du coup sa première tentative. Et en gros, lui, pendant cette Hell Week, il développe le concept de prendre l'âme, donc Tech Souls, qui développe dans son livre exactement aussi de la même manière. En gros, c'est dépasser l'attente des autres et leur montrer qu'on a vraiment une force mentale telle qu'ils peuvent en être brisés. En gros, lui, il utilise ça sur ses instructeurs qui sont vraiment là, eux, pour briser tous les candidats tout simplement au test des Navy Seals. Et donc lui, vraiment, il montre que il est là pour gagner. Il est là pour réussir son test. Et en fait, il ne laisse transparaître aucune émotion, aucune faiblesse, en tout cas du moins possible. Forcément, il ne peut pas mentir au médecin quand le médecin lui fait une analyse ou autre. Donc là, le problème, c'est pour ça qu'il a échoué ses premières tentatives, tout simplement. Mais vraiment, ouais, c'est ce concept de prendre l'âme qui développe aussi donc pendant ces tests à la Navy Seals. Chez lui, donc, la souffrance répétée, ça lui crée vraiment une sorte de carapace, une armure mentale, en gros. Il développe vraiment une philosophie d'esprit dur, en gros. Lui, il fait le parallèle, en fait, avec les cloques que, du coup, street lifter que tu es peut-être, vu que tu m'écoutes, tu connais sûrement ces cloques-là qu'on peut avoir sur les mains. Et lui, tout simplement, il développe ce concept dans le sens où son esprit devient aussi dur, en fait, se renforce, comme ses mains se renforcent à force de faire des tractions, par exemple. Il développe vraiment ça, en fait. Et donc, là, je te spoil le livre, forcément, mais il va réussir, du coup, son intégration donc, dans les Navy Seals. Et il va donc débuter son parcours ensuite dans l'ultra-endurance. Euh, Son but, lui, dans l'ultra-endurance, c'est vraiment pas de gagner, c'est vraiment pas d'avoir la reconnaissance des autres en étant oh, j'ai fini un trail de 100 km, bravo, je veux que tout le monde m'applaudisse. C'est vraiment pas ça. En fait, lui, son but à travers ses courses d'endurance, c'est vraiment une évolution personnelle. C'est vraiment se prouver à lui-même qu'il est capable de les faire et vraiment se dépasser lui-même, se prouver, ouais, c'est vraiment ça en fait. Se prouver à lui-même qu'il y en est capable et que son mental est tellement dur qu'il peut arriver à faire n'importe quoi. Pour te dire, il a réussi plusieurs courses avec des fractures de fatigue dans les tibias,
mais j'en passe. Donc vraiment une discipline tout simplement en fait ouais, à tout effort. Et il montre, il prouve qu'on peut vraiment dépasser sa force physique par le biais de sa force mentale, tout simplement. Voilà. Donc, lui explique également que la visualisation, un outil qui est beaucoup utilisé par exemple en streetlifting et en powerlifting et dans tous les sports à haut niveau, tout simplement, il explique l'importance donc de cette visualisation et de la préparation mentale. En gros, euh, il veut vraiment se prouver à lui-même, se persuader soi-même qu'il est prêt à endurer toute cette souffrance, à finir sa course, à finir ses tests de sélection pour la Navy Seals, tout simplement par la simple force de son mental. Voilà. Là, je vais faire un parallèle en revenant sur moi, personnellement, mon expérience. Il faut savoir donc que j'ai fait environ 5 ans de boxe thaï. C'est un, comme tous les sports de combat, c'est des sports qui forgent. Moi, je trouve que vraiment c'est des sports très respectables dans le sens où ça forge franchement un mental, une discipline. Euh, et tout simplement, lui s'était convaincu que il pouvait courir, si vous voulez, en ayant des fractures. Il faut quand même se rendre compte qu'une fracture, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de pas anodin, forcément. Mais lui, vraiment, c'était persuadé, en fait, qu'il pouvait courir malgré ses fractures. Donc, il réussissait à courir malgré ses fractures. Et il savait qu'il allait réussir ses trails, ses ultramarathons, ses Hell Week, euh, avant même de les commencer. Il était persuadé. En fait, c'est vraiment l'auto-persuasion, se persuader soi-même qu'on est capable de réussir quelque chose pour le réussir. Et donc, le parallèle que je voulais faire, c'était mon premier combat de boxe thaï, donc un vrai combat, dans le sens où on peut mettre KO l'adversaire. Donc, faut vraiment, on peut se faire mettre KO et on peut mettre KO l'adversaire forcément. Mais en gros, il faut vraiment euh, se persuader qu'il faut gagner. Et ça, j'avais pas encore lu le livre de David Goggins, mais je, j'ai toujours eu un attrait en fait où mon esprit, mon mental, je sais qu'il est très puissant si je le veux quoi. Donc ça se travaille forcément, mais moi je m'étais vraiment persuadé pendant des mois et des mois avant l'échéance de mon premier combat de boxe thaï que j'allais gagner en fait. Et vraiment ça m'a pas empêché de stresser avant le combat, ça m'a pas empêché de m'entraîner dur tout ça, mais vraiment en fait je m'étais auto-persuadé que j'allais gagner mon combat. Et pour te spoiler, je l'ai gagné, hein, tout simplement. Franchement, j'étais pas au meilleur de ma forme. À cette époque-là, j'étais sous Roaccutane. C'est un médicament pour l'acné que d'adolescents, pardon, beaucoup d'adolescents passent par là quand ils ont vraiment beaucoup d'acné. Moi, j'avais beaucoup de ça. Et en fait, c'est un médicament qui, selon les personnes, peut avoir des effets secondaires. Et moi, un des effets secondaires, c'était une grosse fatigue et des saignements très abondants, que ce soit dans le nez ou autre part. Vraiment, en fait, vraiment à peine un mini coup de poing, je saignais de fou du nez et je voyais un petit peu noir. Et malgré vraiment ce contexte difficile, je m'étais vraiment persuadé que je pouvais gagner, qu'il n'y avait pas de plan A, plan B. Il n'y avait qu'un plan A, il n'y avait pas de plan B, c'est tout. Et le plan A, c'était je gagnais, tout simplement. C'est plus facile à dire qu'à faire. On s'entend, c'est facile à le raconter, mais moi, je le raconte vraiment pour te prouver en fait que mentalement, tu peux vraiment te dépasser et être au-dessus de tes attentes. Ça, c'est vraiment quelque chose dans ce podcast que j'ai envie de développer. Le fait que mentalement, tu peux vraiment te dépasser et atteindre des objectifs que tu ne pensais pas avant être capable d'atteindre, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, David Goggins, lui, il enchaîne et il insiste énormément sur le travail au-dessus du talent. Pour lui, il n'était pas talentueux, il n'était pas destiné à devenir Navy Seals, il n'était pas destiné à devenir ultramarathonien. La preuve, il n'a pas un physique d'ultramarathonien, hein, ça c'est connu. Parmi les ultramarathoniens, il fait 1m87 si je ne dis pas de bêtises, donc la même taille que moi d'ailleurs. Bon, on s'en fout, mais bref. Il fait la même taille que moi, vraiment. Euh, il faut savoir que
t'es pas avantagé quand t'es grand pour courir au vu de la science, mais en fait, c'est vraiment pas une excuse. Faut pas voir ça comme une excuse, que tu sois lourd ou pas, que tu sois grand ou pas, c'est pas une excuse. Tu peux quand même courir. En soi, il n'y a pas d'excuse. Tu vois, tant que tu as des deux jambes, tu peux courir. Bon, il y a des exceptions, bien sûr. Euh, on va rentrer dans un débat très long si on va sur ça. Mais en gros, lui, vraiment insiste sur le fait que le travail acharné passe au-dessus du talent. Donc vraiment, s'il y a un domaine où tu te sens pas talentueux, où vraiment tu te sens nul, ça veut pas dire que t'es pas fait pour ce sport, pour ce travail, pour ce machin. Ça veut dire vraiment qu'il faut que tu bosses plus. Et ça, c'est pareil. Mets ton ego de côté et convainc-toi que tu dois travailler plus, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution. Et lui, vraiment, ouais, essaye de développer ça, de transmettre ça par le biais de son livre, tout simplement. Et ça, il le démontre par ses courses d'ultramarathon, vraiment, et ses records, malgré différentes blessures dont j'ai pu te parler, que ce soit des fractures ou autres, et des limites physiques, que ce soit donc, enfin des limites. On s'entend, ça va être, ça c'est un truc qu'il développe dans son deuxième livre, mais au niveau pulmonaire, cardiaque, il n'était pas à 100% non plus, et pourtant ça lui a permis d'être, enfin, il a été marathonien toute sa vie, et ultra-marathonien même, je dirais plutôt même, mais tout ça pour en revenir au fait que il n'y a pas d'excuse, tout simplement. Si tu fais le job, tu peux réussir beaucoup de choses. Voilà. Et donc, lui, son objectif, c'était quoi? Bah, c'était vraiment d'être meilleur que lui-même, vraiment être le meilleur des meilleurs, euh, que ce soit dans le Navy Seas, dans les ultras, tout ça. Il refusait constamment le confort, vraiment, il voulait tout le temps sortir de sa zone de confort, quelque chose que je vous invite à faire également pour évoluer, si vous voulez changer dans votre vie, sortez de votre zone de confort, forcez-vous un petit peu, c'est pas facile, c'est normal, mais vraiment, sortez de votre zone de confort, c'est vraiment quelque chose qui sera bénéfique pour vous, ça je vous le garantis à 100%, et vraiment rechercher constamment le dépassement de soi, c'est vraiment top. Et il insiste aussi sur le fait que chaque échec, c'est vraiment un apprentissage. Il ne faut pas voir l'échec comme une fin en soi, il faut vraiment passer par l'échec pour s'améliorer. On passe tous par des échecs. Avant mes combats de boxe thaï, j'ai fait des assauts. Donc les assauts, c'est des touches. C'est pour revenir un petit peu sur le parallèle. Des assauts, c'est des touches et je me suis fait mais latter la gueule, tout simplement. Donc on passe forcément par des échecs avant le succès. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Il y en a peu qui arrivent à n'avoir aucun échec avant leur succès. Et tant mieux, j'ai envie de dire, pour eux. Mais il faut juste pas voir les défaites comme une fin en soi. Très important. Et donc lui, il encourage vraiment à échouer en avant, donc fail forward, c'est échouer avant de réussir. Donc il insiste ouais, sur le fait, tout simplement, que l'échec n'est vraiment pas une fin en soi. Euh, Ce qu'il faut retenir de ce livre, que moi j'ai noté personnellement, et que lui note comme des règles, euh, c'est qu'à partir de maintenant, il faut accepter certaines règles que je vais énoncer donc comme étant des lois de la nature, selon David Goggins bien sûr. Ces règles-ci, c'est on se moquera de vous, vous serez inquiet, vous ne serez sans doute pas le meilleur tous les temps, enfin, vous ne serez sans doute pas le meilleur de tous les temps, pardon, et tout le temps. Il y aura sûrement quelqu'un qui sera meilleur que vous, tout simplement. Vous pourrez être le seul ou la seule à être noir, à être blanc, à être asiatique, à être une femme, à être un homme, à être gay, à être trans. Vous pourrez être tout seul, à être dans votre situation, tout simplement. Il y aura des moments où vous vous sentirez tout seul, et tout ça, c'est des trucs qu'il faut accepter, tout simplement. C'est la nature, selon lui. Vraiment, il invite à accepter toutes ces situations pour vraiment être bien mentalement, mais également se dépasser soi-même. Voilà. Donc ça, un peu, c'est en globalité le premier livre de David Goggins que je t'invite quand même à lire, forcément. Là, je te l'ai résumé en quelques minutes, mais bien sûr, il y a plein d'autres trucs intéressants là-dedans. Faut savoir qu'il était aussi victime de racisme, ça j'ai oublié de le préciser, parce que dans cette époque, enfin à cette époque, les États-Unis, bah, c'était un pays qui forcément était un petit peu raciste.
on, on connaît toute l'histoire derrière ce racisme dans ce pays. Maintenant, heureusement, ça va mieux, même si forcément, c'est pas forcément totalement rétabli, hein. Mais tout ça pour dire qu'il n'a pas une vie et une enfance facile et que malgré ça, maintenant, c'est un homme à succès. Donc vraiment, laissez pas vos échecs définir votre vie. Euh, c'est la chose que vous devriez retenir le plus de ce premier livre. Donc maintenant, après, je vais passer au deuxième livre, euh, plus rapidement, parce que c'est un livre en anglais que peu de personnes ont lu, mais en gros qui reprend un petit peu les marques du premier livre, mais qui entre un petit peu plus en fait dans les relations, que ce soit avec sa mère, son grand-père, son père. Il faut savoir que d'ailleurs, euh, David Goggins, à ses 24 ans, il est retourné voir son père et que il n'a pas eu les réponses qu'il voulait. Et il a donc accepté, en fait, qu'il ne fallait pas chercher à, à forcément se réconcilier avec son père. C'est un petit peu comme ça qu'il le montre. Euh, voilà, ça, je ne vais pas le développer plus. Ce sera vraiment en lisant le livre que tu le comprendras plus. Mais en gros, il montre, même après le succès, qu'on n'est jamais fini par ce livre-là, donc par le livre qui s'appelle Never Finished. Donc en gros, ça veut dire, si vous voulez, si tu veux le titre, ça va être vraiment, on n'a jamais fini de s'améliorer, quoi. C'est un petit peu ça, l'idée principale de ce livre. Il faut vraiment continuer à se forger. Donc, comme je l'ai dit, il revisite vraiment son passé, que ce soit son père violent, son grand-père militaire, et il rappelle que tout repose sur la responsabilité totale, ce dont je te parlais juste avant. Vraiment, on est responsable de tous ses actes, et ça, c'est quelque chose qu'il faut se convaincre à toi-même et pas te chercher des fausses excuses si tu veux avancer dans la vie, tout simplement. Après, c'est un avis que moi je partage. Tu n'es forcément pas obligé de le partager, très important. Mais dans ce podcast, moi, je l'ai introduit dans tous les cas. Mais c'est vraiment un podcast où en fait, je mets l'ego de côté le plus possible et j'essaie de parler le plus français possible avec toi, tout simplement. Donc voilà. Je t'invite à commenter si il y a des points où tu diffères, des points que tu veux développer. N'hésite pas à commenter, je répondrai à tous les commentaires de toute façon du podcast avec plaisir. Voilà. Et donc, il montre que même après ses blessures, ses opérations, ses maladies, il retourne à l'ultra-endurance. Quand je dis ses opérations, c'est tout simplement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il avait des problèmes cardiaques. Donc, euh, pour résumer brièvement, il, euh, il l'expliquera beaucoup mieux que moi, forcément, mais il avait un trou dans le cœur. Je ne saurais pas si tu es où, je ne suis pas cardiologue, mais tout simplement, il avait un trou dans le cœur et il a cru qu'il pourrait plus jamais courir. Si tu veux, il allait courir 15 minutes, il était mort. Vraiment, il était à bout de souffle, alors que ce mec a fait des ultramarathons dans sa vie. C'est te dire la décadence, tu vois, le coup de poing qui s'est pris dans la tête à ce moment-là, quoi. Et en fait, ouais, il avait un trou dans le cœur, il a dû se faire opérer, tout ça. Il n'était même pas sûr qu'il pourrait recourir après, mais petit à petit, à force de rééducation, à force de force mentale, je suppose, il a réussi vraiment à reprendre en fait son niveau d'avant, tout simplement. La preuve, dernièrement, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, il a fait une course de 320 km, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on se rend très mal compte de ce que c'est 320 km, mais c'est juste gigantesque. Et il faut se dire qu'il était 20e, je crois, de sa course, il a fini 20e. Ça veut dire il y a vraiment des hommes sur cette terre que je respecte énormément, qui sont des grands tarés, hein, on va se le dire honnêtement, mais c'est vraiment quelque chose qui est atteignable par très peu d'hommes et ça force le respect, tout simplement. Son message central, c'est donc cultiver la discipline, vraiment accepter la douleur, refuser le confort et chercher sans cesse à progresser. Euh, En gros, il veut rester non commun parmi les communs. C'est un petit peu ça qu'il veut développer là-dedans, peu importe les circonstances qu'il traverse, tout simplement. Là, je vais faire un parallèle et vous te lire tout simplement un passage de son premier livre, donc Control Me, euh, qui va amorcer tout simplement mon passage sur les 50 km qu'il m'a motivé à faire. Forcément, si je parle de lui, tu t'en doutes, hein, c'est qu'il y a un parallèle avec les 50 km que j'ai pu réaliser. Donc, le passage, je vais vous le lire, te le lire,
J'arrête pas de vous voyer, il va falloir que je m'habitue. Euh, alors, le passage. Imaginons que vous aimiez courir, mais que vous ayez cassé votre petit orteil. Je vous assure que si vous parvenez à courir malgré cela, vous pourrez bientôt courir avec les jambes fracturées. Ça paraît impossible, pas vrai? Je sais pourtant que c'est vrai, puisque j'ai moi-même couru avec les jambes fracturées et que cette expérience m'a appris à affronter toutes sortes d'épreuves sur le circuit des ultramarathons, ce qui m'a relevé l'existence d'une véritable source de confiance en moi à laquelle je m'abreuve chaque fois que mon réservoir d'énergie est à sec. Tu vas comprendre dans les minutes qui suivent pourquoi je t'ai lu ce passage pour faire le parallèle à moi-même. Mais avant ça, je reviens juste sur la dernière phrase qu'il dit. Donc, mon réservoir d'énergie est à sec. David Goggins, il prend l'exemple d'une cookie jar. Donc, c'est une jarre à cookies, comme on le dit, c'est un bocal, quoi, en gros, si vous voulez, à cookies. Où en gros, lui, c'est visualiser cette jarre vide et il a tout simplement mis tous ses accomplissements, tous les accomplissements qu'il a pu faire dans sa vie, il les a tous mis dedans. Et pourquoi il a fait ça? C'est tout simplement dans les moments où il a un down, où vraiment il est pas bien, où il sort d'un échec, tout ça. En fait, il va piocher dans ses coquilles jars et regarder tout simplement l'accomplissement qu'il a fait par le passé. Et là, ça le booste mentalement à, à reprendre confiance en lui, à vraiment passer au-dessus de cet échec, tout simplement. Parce qu'un échec, même si on en fait tous, comme je le disais avant, ça fait toujours mal, c'est normal. Et moi, là, je t'invite tout simplement à créer ta propre cookie jar. Donc, je t'invite pas à prendre un bocal vide et de mettre des papiers dedans. On s'entend, même si tu peux le faire carrément, ça se ferait carrément. Mais je te dis juste, tu vois, d'ouvrir une note, tu vois, sur ton iPhone, sur ton téléphone, ou de prendre un papier par écrit, ça se transmet beaucoup mieux. Mais moi, par exemple, tu vois, je l'ai noté sur mon téléphone et tout simplement noter, faire une liste de toutes les choses que tu as fait pendant ta vie dont tu es fier. Et quand t'es pas bien, eh ben, tu vas regarder cette liste et tu te dis, ah putain, j'ai réussi à faire ça quand même. C'est que là, l'épreuve que je suis en train de surmonter, bah, je peux la surmonter en fait. C'est un, c'est un peu l'idée, tu vois, que, que je vais te faire passer avec cette notion de cookie jar et qu'il, lui, David Goggins, veut faire passer aussi également. Euh, donc, je t'invite à tester, à vraiment juste lister après ce podcast ou à tout de suite mettre pause et vraiment lister tous tes accomplissements que tu as pu faire dans ta vie et, et les utiliser du coup à bon escient comme je t'ai expliqué. Voilà. Donc, pour faire le parallèle donc avec les 50 km que je t'ai introduit au début du livre, au début du podcast plutôt, je me perds. Il faut savoir donc qu'après ces deux livres, bah, David Goggins, il m'a matrixé quoi. Franchement, j'étais à fond, je me suis dit, ok, mais le mec, il arrive à faire des 180 km sans trop de difficultés. Et moi, j'étais quelqu'un qui, à part pour la boxe, un tout petit peu, franchement, j'ai pas beaucoup couru dans ma vie, j'avais jamais couru. Donc vraiment, je suis parti de zéro. Et en fait, ce livre-là, il m'a vraiment motivé à me lancer à la course, tout simplement. Il faut savoir que honnêtement, en toute transparence, j'aime pas courir. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. J'ai tout le temps eu des problèmes de genoux. Donc moi j'ai un syndrome rotulien sur les deux genoux actuellement que je traîne depuis 3-4 ans. Il faut savoir que maintenant j'arrive avec un échauffement spécifique à faire du squat, tout ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais forcément, la course, c'est très traumatisant pour les articulations. C'est bien connu. Euh, mais en fait, ce livre, il m'a convaincu que malgré que j'ai pas le meilleur, comment dire, le meilleur corps pour courir, dans le sens où je suis lourd, dans le sens où je suis grand, et bah c'est pas une excuse, c'est pareil. Et dans le sens où j'ai des problèmes de genoux, c'est pas une excuse, c'est pareil. Donc je me suis convaincu un petit peu que je pouvais passer au-delà. Seulement voilà, vu que j'aime pas courir, je voulais pas commencer à courir sans objectif, tout simplement. Je me suis dit, allez, on va faire un marathon. Un marathon, c'est déjà pas mal. C'est quelque chose qui est compliqué, mais après, je me suis rendu compte et je me suis dit, même si c'est très très respectable un marathon, franchement, bravo à tous ceux qui l'ont fait. C'est quand même une expérience de dingue. Et si vous l'avez jamais fait, je vous invite à le faire, au moins une fois dans votre vie. Mais je me suis dit, il y a tellement de gens qui finissent un marathon que j'aimerais bien faire un petit peu plus. Et donc là, un petit peu plus,
J'ai pas abusé, tu vois, j'ai pas fait 100 km. Ça, c'était pas à ma portée, honnêtement, pour le moment en tout cas. Euh, je me suis dit 50 km. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand j'ai annoncé ça à mes potes, ils ont tous dit, mais t'es un grand malade, t'as jamais couru de ta vie, tu vas jamais réussir. Euh, et ça, franchement, c'est des phrases qui m'ont motivé. Je vous garde la phrase qui m'a le plus motivé pour la fin. Mais en fait, ouais, c'est un petit peu se nourrir des. C'est pas des critiques des autres, parce que là, c'était pas des critiques, hein, c'était juste mes potes qui sont honnêtes avec moi. C'est normal, tu vois, moi je demande que ça. Euh, mais en fait, ouais, se nourrir un petit peu des critiques. Bon, comme j'ai dit, c'est pas les critiques que je veux dire, mais je trouve pas d'autres mots. Bref, se nourrir de ce qu'on peut dire sur toi et vraiment prouver en fait aux autres, mais surtout à toi-même, prouve-toi surtout à toi-même que tu peux atteindre des objectifs que tu te fixes, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'en suis donc arrivé à la distance des 50 km. Pour moi, c'était quelque chose d'assez significatif. Pour quelqu'un qui a jamais couru, je trouvais ça quand même pas mal. A posteriori, tu vois, avec les réseaux sociaux, on voit des perfs de zinzin. On voit des mecs courir 50 km ou courir un marathon par jour. Tu te dis, ah ouais, le mec, il arrive à faire ça. Moi, au bout de 5 km, je suis à bout de souffle, j'ai envie de mourir. Quand tu vois ça, forcément, c'est difficile. Donc, un parallèle encore, ne vous fiez pas trop à à ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup à apprendre là-dessus, mais en fait, il faut te rendre compte que la personne que tu vois, c'est une parmi des milliards. Et franchement, toi, tu peux faire partie aussi de cette une personne parmi des milliards, voire des millions, voire moins, tu vois. Mais te fie pas trop, en fait, aux performances que tu vois sur les réseaux. Euh, Crée-toi, en fait, ton propre chemin. J'ai un peu envie de te dire ça. Donc, bref, pour revenir là-dessus, je me fixe donc le défi, la distance, 50 km à parcourir. Pour moi, c'est quelque chose euh, où j'ai le défi en mode ça va être dur. En fait, ouais, non, je vais revenir sur ça. Mais en fait, un marathon, surtout, c'était j'étais sûr que je pourrais réussir. J'étais sûr. Alors que tu vois, 50 km, j'avais un doute. Franchement, tu vois, je me disais, j'avais pas de repère pour savoir si je pouvais courir une telle distance, tu vois. Et je me disais, ah, j'ai un doute, je ne sais pas si je peux le faire, tu vois. Donc là, j'ai eu un vrai défi et qui m'a occupé pendant quelques mois, vraiment. Et ça m'a vraiment, pendant ces mois-là, en fait, j'ai vraiment kiffé courir. Euh, pour moi, si tu as un objectif, enfin, si j'ai un objectif, je peux me buter à le faire. Mais si j'ai pas d'objectif, je t'avoue que je prends beaucoup moins de plaisir. Après, chacun sa personnalité, on s'entend, mais voilà. Bref, 50 km. Comment je me suis préparé maintenant à les faire? Parce que forcément, j'avais pas envie de faire comme certains font là, je fais un marathon sans préparation. Je voulais pas le faire, forcément. Vu qu'à côté, du coup, j'avais mes entraînements de streetlifting, forcément, qui me prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'avais pas envie de me flinguer une cuisse ou deux pour juste courir, tu vois. Donc, comment j'ai fait? Eh ben, je me suis pas trop fait chier, honnêtement. J'ai regardé sur internet, j'ai tapé programme marathon. Je suis tombé sur une prog de Running Addict sur 12 semaines que j'ai suivi du coup à la lettre. Je l'ai commencé donc le 3 juin 2024 avec pour objectif de taper les 50 km en fin août. Donc c'était pendant la période estivale. J'avais pas cours, j'avais pas d'études, j'avais pas de travail. Donc j'avais tout mon temps en fait pour m'entraîner autant de fois par semaine. Parce que du coup bah, j'avais encore quand même mes 4 entraînements de lifting plus les 4 entraînements de course à pied chaque semaine. Donc ouais, comme je disais, la prog elle faisait 12 semaines avec 4 sorties par semaine. Et pour être plus précis, je vais te montrer un petit peu les séances types parce qu'en fait ça se répétait la plupart du temps. Donc, la première séance, à chaque fois, on commençait par environ 50 minutes et en fait, ça augmentait tout le temps. Donc, ma première semaine, c'était le premier run, 50 minutes, avec au début 20 minutes d'endurance fondamentale, 8 fois 1 minute 30 en allure 5 km et 5 minutes d'endurance fondamentale. Donc, avant de développer là-dessus, qu'est-ce que c'est l'endurance fondamentale? C'est une allure, en fait, où ton rythme cardiaque est assez bas et où tu peux parler, avoir une discussion normale avec quelqu'un. Donc c'est vraiment un petit peu
une allure que tu peux tenir très longtemps. Voilà. Et ensuite, l'allure 5 km, c'est l'allure que tu fais sur ton 5 km au maximum. Je suis pas un expert. C'est possible que je dise des bêtises sur certains trucs du running, honnêtement. Donc, n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises là-dessus. Mais pour moi, c'est ça. Voilà. Donc, la première séance, pardon, c'était donc ce type-là. En gros, endurance fondamentale, un petit peu d'allure 5 km et un petit peu d'endurance fondamentale pour terminer. La deuxième séance, c'était simplement de l'endurance fondamentale. Donc là, pour la première semaine, c'était 45 minutes. 45 minutes d'endurance fondamentale. En fait, le but, c'était vraiment d'enchaîner les kilomètres, de faire beaucoup de kilométrage, tout simplement. Ensuite, la troisième séance, on commençait par 20 minutes d'endurance fondamentale, 6 fois 10 secondes de sprint en côte, avec de la récup dans la pente. Et ça durait du coup 6 fois 10 secondes, avec 1 minute 30 de récup. Ouais. Et pour finir, 5 minutes d'endurance fondamentale. Donc cette séance, elle me prenait 35 minutes pour la semaine 1. Et enfin, la dernière séance de la semaine, à chaque fois, c'était les sorties longues. Donc la première sortie longue, c'était 1h20. Pour moi, au début, c'était énorme. Et à la fin, c'était que dalle. Parce qu'il n'y avait pas une seule sortie qui était en dessous de ce temps-là. La plus petite, je crois que c'était 1h40, si je dis pas de bêtises, sur la dernière semaine. Bref, du coup, la dernière séance, elle commençait par 40 minutes d'endurance fondamentale. Ensuite, du 5 fois 5 minutes à allure marathon, donc l'allure que tu peux tenir sur 42 km à un niveau constant, on va dire. Et ensuite, on terminait juste cette course cette sortie par 5 minutes d'endurance fondamentale. Donc, pour résumer, on avait 4 sorties euh, par semaine avec 2 mi-longues, une courte et une longue. En gros, c'est un petit peu ça. Avec donc deux fractionnés, entre guillemets, parce que ça va pas être du fractionné forcément où on tape un méga sprint. Ça va être en gros suivre la prog. Mais en gros, ça va être un petit peu le même système qu'en force ou qu'en muscu. Ça va être une surcharge progressive où en fait on va augmenter petit à petit avec des semaines de déload, donc des semaines où on repose un petit peu le corps tout simplement pour mieux récupérer. Et voilà quoi. Donc ça c'était le programme sur 12 semaines. À la fin, donc, ouais, vraiment, c'était le- la dernière séance, c'était donc le 50 km. Donc là, tu te dis, mais il est con, il a fait une prépa un marathon pour un 50 km. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas de prépa 50 km déjà toute prête, tout simplement. Euh, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je me suis dit, bon, 42, c'est pas très loin de 50, je le ferai au mental, tu vois. Donc, euh, j'ai fini ma prog, voilà, j'ai fait toute la prog, j'ai tout suivi euh, à la lettre, sauf qu'il y a eu un problème. Bah oui, forcément, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, je reviens au passage que je t'ai lu tout à l'heure, où David Goggins disait euh, qu'on pouvait, que lui pouvait courir donc avec un orteil cassé, avec des jambes cassées, enfin un tibia fracturé, tout ça. Tu vois où je vais en venir, je pense. Hein. Je me suis tout simplement fracturé l'orteil. Voilà. En plein milieu donc de la prépa, ce qui a fait que j'ai dû adapter. Donc juste pour revenir là-dessus, comment je me suis cassé l'orteil. En gros, de base, je me le suis cassé à la boxe. Donc c'était il y a 2 ans avant que je me le casse encore une fois. Je me le suis cassé à la boxe et il faut savoir que les os donc des orteils, c'est des os qui prennent beaucoup de temps à réparer tout simplement parce que on fait du mouvement, on marche tous les jours, donc c'est normal. C'est pas, on peut pas mettre un plâtre sur un orteil tout simplement. Donc ça prend beaucoup de temps à réparer. Et quand j'ai commencé à courir, honnêtement il était presque réparé. Il était en très bonne voie de guérison. J'avais plus trop de douleur. Sauf que du coup, euh, honnêtement, c'est une blessure totalement débile. Hein. Je peux pas dire autrement. Franchement, tu vas rigoler, mais je me suis tout simplement tapé l'orteil dans un canapé. Voilà. Euh, on peut pas aller plus loin que ça. Je vais pas développer plus que ça. Je pense que c'est assez clair comme ça, et je pense que tu ressens la douleur à travers ton écran. Mais du coup, je suis allé voir le kiné, enfin mon kiné, qui en fait a une machine pour faire les échographies, ce qui est très pratique pour un kiné. Et je lui ai demandé tout simplement, est-ce que c'est cassé déjà? Et même à l'échographie, on ne voit pas tout le temps
fracture à l'échographie, si je dis pas de bêtises, mais lui, il voyait clairement que c'était fracturé. Et, et en fait, il m'a dit que malgré un orteil fracturé, t'es censé pouvoir courir. Moi, je me disais, bizarre, parce que j'arrive plus trop à courir là, frérot. Donc, je me disais bizarre, tu vois. Donc, j'ai laissé reposer un petit peu, sachant qu'à côté, du coup, j'avais toujours mes séances de squat en lourd pendant l'été, donc mes séances de lifting. Et j'avais vraiment très mal pendant le squat. En fait, pendant le squat, il faut avoir les pieds ancrés au sol et vraiment gripper avec, crocheter le sol un petit peu avec ses orteils. Sauf que là, je pouvais plus du tout le faire. Donc mon squat, il a pris un gros down. Je pensais pas que ça aurait un aussi gros impact là-dessus. Déjà que du coup, la course, c'était pas forcément bénéfique. C'était même carrément pas bénéfique à ma pratique du street lifting. Mais, euh, mais ouais, bref, je me suis perdu. Ouais, je disais que j'ai pris un gros down à ce moment-là, mon orteil était fracturé, et donc j'ai dû vraiment adapter en fait ma programmation. Donc, bah, je te l'annonce direct, je ne l'ai pas fini fin août, ce 50 km, et je ne l'ai pas fait fin août, ce 50 km, tout simplement à cause de cet orteil cassé. Donc avant, comme je t'ai dit, j'étais 4 séances de lifting, 4 séances de course à pied par semaine, donc ce qui faisait 8 entraînements par semaine. Euh, je suis passé du coup de ces 4 séances de course à pied à 2. En gros, tout simplement, je prenais juste 2 séances de la prog que j'avais trouvé là par semaine et je le faisais chaque semaine. Du coup, bah, ça rallongeait x2 le temps qui me restait. Et par contre, à côté, j'ai gardé mes 4 séances de street lifting. Voilà, donc c'était une période où je m'entraînais beaucoup, forcément. Il fallait faire des sacrifices, mais franchement, quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, je pense qu'il n'y a pas de problème à faire ça. En tout cas, pas personnellement. Et pour savoir que des ultra-marathoniens et des ultra-trailers, non, triathloniens, je sais plus si ça se dit, oui, si, je crois. Bref, les gens qui font du triathlon s'entraînent vraiment beaucoup plus de fois que ça par semaine. Je me suis dit que bah, c'était pas impossible dans tous les cas. Et donc, j'ai dû adapter ma programmation avec mon coach euh, qui était donc Maxime. On a adapté vraiment toute la programmation du streetlifting que j'ai commencé donc en septembre. Pour rappel, j'ai commencé en juin à courir. On arrive en septembre où je prends un coach en streetlifting et du coup où je divise aussi les séances par deux. Un petit peu avant de prendre le coaching, je divise les séances par deux, ce qui nous amène à taper le 50 km en octobre. Euh, voilà, donc on arrive en octobre, je me fixe une date pour faire ces 50 km. Là, c'est bon, j'ai fini ma prépa quasiment. On arrive donc sur le moment où je dois commencer à faire les 50 km. Donc déjà, je vais revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait un vrai 50 km? Qu'est-ce que c'est un vrai 50 km pour moi? C'est une course officielle, tout simplement. Une course où tout est déjà cadré, tout est déjà fait. On a juste à prendre son eau au ravito, tout ça. Tout simplement parce que j'aime pas. Parce qu'il y a trop de monde. Parce que j'ai l'impression qu'on se marche dessus. Et parce que je sais même pas si ça existe en 50 km proche de chez moi. Donc franchement, j'ai pas voulu me prendre la tête. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Du coup, j'ai voulu le faire solo, tout simplement. Et donc, j'ai dû me créer un parcours. Donc le parcours, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tout simplement fait des boucles. J'ai fait tout simplement une boucle où je revenais à mon point de ravitaillement, du coup, où j'avais tout mon équipement dont je parlerai après. J'ai refait une autre boucle, je reviens à mon point de ravitaillement, je refais une troisième boucle, je reviens à mon point de ravitaillement, et tout ça, ça fait 50 km. Les trois boucles étaient différentes, ça j'ai pas précisé, mais c'était pas le même chemin. Niveau dénivelé, c'était pas énorme, c'était assez classique. J'ai quand même cherché des endroits où il n'y avait pas trop justement de dénivelé. Donc niveau dénivelé, ça allait. Euh, et ce parcours-là, je l'ai choisi ouais, vraiment sur les endroits où j'étais habitué à courir en soi. Donc ça, c'était quand même un plus et une facilité pour moi. Et comment dire, à travers ce parcours, donc, il n'y avait personne pour m'aider, forcément, vu que j'ai décidé de le faire en solo. Donc j'ai dû, en fait, au préalable, dans la nuit avant de faire donc, mon 50 km, j'ai dû cacher des bouteilles un petit peu dans les herbes, dans les fougères, dans je sais pas quoi, à certains points donc de mes boucles, tout simplement pour avoir à boire, parce que j'aimais pas courir non plus avec un sac à dos, là, donc un sac à dos avec de l'eau.
Donc j'ai pas couru avec ça, tout simplement. Mais juste pour dire comment j'ai préparé un peu le truc. Mais ouais, le, le, le jour juste avant la course, enfin la nuit plutôt juste avant la course, je suis allé déposer mes petites bouteilles par-ci par-là. Comme ça, quand j'arrivais à certains points en fait de ma boucle, j'avais juste à fouiller du coup dans les herbes là, prendre ma bouteille et continuer à courir quoi. Donc ça m'a vachement aidé. Voilà. Euh, et donc, en parlant de ces bouteilles, tout ça, et de mon équipement, je vais te faire un petit point. Si ça peut t'aider, tu vois, si un jour tu veux courir en solo une distance assez grande, c'est important d'avoir un bon ravitaillement, d'être bien hydraté, tout ça, si tu veux euh, bien performer dans ta course. L'ordre, je crois qu'il est un peu dans le bordel, mais je vais te le lire quand même. Il y a beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de choses. En gros, si tu veux, j'ai pas précisé ça, mais j'ai posé ma voiture en gros au milieu des trois boucles. Et comme ça, j'ai tout laissé dans le coffre de ma voiture et j'avais juste à me servir à chaque fois que je finissais une boucle et que je repartais dans une autre. Donc, dans mon coffre, qu'est-ce qu'il y avait? On dirait que je fais un haul, je sais pas quoi là, mais bref. Il y avait donc une serviette pour s'essuyer s'il pleut, tout ça. Et il a plu, hein, bienvenue en Bretagne. Un short de rechange, très important, parce que forcément ton short, au bout de certaines heures de course, bah, il est trempé, tout simplement. Et en plus, s'il pleut, il l'est encore plus. J'avais un caleçon de rechange, au cas où, pour la même raison. Des gels, donc les gels, c'est quoi? J'en ai même juste là, pour ceux qui regardent la vidéo, c'est des gels de glucides, comme ça, tout simplement. Ceux-là, c'est les MyProtein. Bon, c'est les meilleurs que j'ai trouvés en termes de goût. Après, je sais que c'est peut-être pas forcément les plus efficaces, j'en sais rien, mais pour avoir testé un qui coûtait super cher là, et c'était un concentré d'eau, d'ailleurs je l'ai testé pendant le 50 km, un truc qui n'est pas à faire, tester rien de nouveau pendant votre course. Euh, C'était absolument dégueulasse, j'ai failli dégueuler. Mais bref, j'avais des gels comme ça, tout simplement pour me ravitailler un petit peu en glucides euh, pendant la course, voilà. Ensuite, pour les électrolytes, j'avais de la Powerade, tout simplement. Je me suis pas trop pris la tête. Donc, au point, dans les trois boucles, il y avait trois points dans chaque boucle, enfin un point dans chaque boucle plutôt, où je cachais ces bouteilles, ces fameuses bouteilles. Et dans ces points-là, je cachais donc une Powerade et une bouteille d'eau avec du sel dedans. Euh, j'ai tout fini, tout bu, et ça m'a été d'une grande aide, forcément. J'ai énormément bu pendant la course, et pourtant, j'ai été très très déshydraté à la fin de mes 50 km. Ça, on pourra revenir dessus juste après. Mais ouais, j'étais hyper déshydraté après la course. Donc vraiment, si vous faites une course comme ça, prévoyez un très bon ravitaillement, surtout au niveau de l'hydratation. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et les gels d'énergie, là, perso, moi, c'est quelque chose qui me satisfait de ouf parce que c'est pas comme, tu vois, j'aurais pu prendre des bananes ou autre chose, des barres d'énergie, je sais pas quoi. Mais en fait, le côté pratique de ces gels, c'est que c'est vraiment, t'ouvres avec tes dents et tu presses. En fait, c'est comme une compote, quoi. Tu presses le truc et bah c'est bon, quoi. T'as fini, quoi. T'as pris ton truc de glucides et en plus, tu sens que ça te donne un petit boost d'énergie. Est-ce que c'est placebo? Est-ce que ça l'est pas? Franchement, je sais rien. En tout cas, pour moi, ça marchait. Donc voilà. Ensuite, j'avais du coca. Du coca. Pourquoi du coca? Tout simplement parce que j'avais entendu dire que quand plus rien ne passe, en fait, quand on n'arrive plus à manger tellement on est un petit peu à bout, le coca ça passe toujours. Donc j'ai pris au cas où. Spoiler, je ne l'ai pas utilisé du tout. Par contre, il s'est renversé dans ma voiture et du coup, il y a eu une énorme trace de moisi pendant quelques mois dans ma voiture. Un plaisir. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, j'avais une lampe frontale. Du coup, vu que j'ai fini, il faisait à peu près, il commençait à faire nuit un petit peu. Euh, J'avais un t-shirt de rechange, du coup pour les mêmes raisons, hein, s'il pleut, tout ça. J'avais des bananes. euh, Pareil, c'est un truc qui passe très bien. Moi, honnêtement, je les ai pas prises parce que j'arrivais pas forcément à. Enfin, j'avais pas en fait l'envie de manger. Je n'avais pas très faim pendant la course. Mes gels me suffisaient largement. Voilà. J'avais des bonbons, des dragibus, je crois, les petits là. Et ça, par contre, j'en ai pris un petit peu. Ça faisait du bien, surtout à la fin. Est-ce que je conseille de le faire ou pas? Pas forcément. C'est vraiment au goût de chacun, mais je sais que ça donne un petit boost pour pas mal de personnes. Ensuite, j'avais du Beroka. Pareil, ça, j'ai pas utilisé. Beroka, c'est quoi? Ça revient un petit peu à un café, si vous voulez, ou à une Red Bull, mais un petit peu plus sain, j'ai envie de dire, où il y a des vitamines, tout ça dedans, si je dis pas de bêtises.
Je m'y connais pas énormément en nutrition. Ça, je vous laisse regarder, mais c'est un petit peu, en gros, ça s'appelle Beroka Boost et c'est censé te donner un petit coup de fouet, quoi. Je l'ai même pas utilisé, honnêtement. Ensuite, très important, surtout si vous êtes en Bretagne, du sparadrap. Pourquoi du sparadrap? Alors, du sparadrap, c'était pour mettre tout simplement sur mes tétons. Il faut savoir que quand il pleut et que quand ton t-shirt est mouillé, il vient frotter énormément au niveau de tes tétons et qu'en fait, ces frottements répétés, ça brûle tes tétons et ça te fait une croûte et ça peut même faire saigner tes tétons. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du sparadrap tout simplement pour mettre dessus. Et j'ai bien fait parce que pendant ma prépa, j'ai déjà fait l'expérience de courir pendant 1h40 par exemple sous la pluie avec un t-shirt. Et franchement, t'as mal après. Tu, tu as mal. Voilà. Donc, c'est un conseil que je peux donner. Ensuite, donc des chaussettes de rechange, toujours la même histoire, hein, c'est si, euh, si tu as toutes tes affaires mouillées, bah, ça fait du bien d'avoir des chaussettes de rechange. De mémoire, je crois que je les ai même pas utilisées, mais ça peut être intéressant. Ensuite, du baume du tigre. Baume du tigre, je pense que la plupart connaissent. C'est une crème en gros qu'on vient appliquer et qui chauffe un petit peu le muscle. Voilà, ça j'ai même pas utilisé non plus, je crois. Ensuite, j'avais des bandes de taping et des bandages au cas où je me fasse mal pendant la course. Moi, je voulais continuer dans tous les cas, même si enfin, je dis ça et je me suis pas fait très mal pendant la course, donc heureusement. Mais dans le cas où je me serais fait mal, j'aurais pu au moins me bander à l'endroit où j'aurais eu mal, quoi. Donc voilà, des bandes de taping et des bandes du bandage, quoi, tout simplement. Ensuite, j'avais du papier toilette au cas où pour nettoyer ou quoi que ce soit. On s'entend parce qu'un accident est vite arrivé, je pense, pendant ces certaines courses. Heureusement, pour moi, ça n'est pas arrivé. Voilà. Tant mieux. J'avais un couteau suisse, ça peut toujours servir, hein. Voilà, notamment à couper les compresses que j'avais juste après. Ensuite, j'avais un coupe-ongle. Pourquoi? Pour couper les ongles. Avant aussi, pensez bien à couper vos ongles, parce que ça, c'est pareil que le t-shirt, c'est les frottements un petit peu. Au bout d'un moment, si vous avez un l'ongle de votre pouce qui frotte contre votre orteil gauche, enfin votre orteil juste à côté, euh, ça peut l'ouvrir, vous pouvez saigner, vous pouvez avoir mal. Donc pensez bien à couper vos ongles avant. Ça, pareil, je ne l'ai pas utilisé pendant la course, mais ça reste important de l'avoir. Ensuite, du coup, un pull que je n'ai pas utilisé non plus, mais comme ça, j'en avais un au cas où s'il faisait froid, tout ça. Des compotes, ça revient à la même chose que du coup bah, les gels énergétiques, hein, un petit peu, tout simplement. Ensuite, des barres de protéines à moitié, des barres un petit peu de glucides, quoi. Pareil, j'ai même pas utilisé. Smecta, au cas où j'ai des problèmes de digestion ou des ballonnements, en fait, tout simplement, pendant la course. Pareil, j'ai pas utilisé. Et un pistolet de massage, enfin, pour terminer, que pareil, j'ai pas utilisé. Mais en cas de douleur, je pense que ça aurait pu être assez bénéfique. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de, de tous les équipements que j'ai pu utiliser à travers du coup ce 50 km. Tu pourras en prendre note comme ça si tu veux faire le tien. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, des trucs qui peuvent être intéressants. Bien sûr, j'ai pas mentionné les chaussures, mais j'ai pas couru pieds nus, hein. Certes, je marche pieds nus pour ceux qui me connaissent un petit peu, mais j'ai pas encore prévu de courir 50 km pieds nus, même s'il y a un petit objectif qui y ressemble, mais qui n'est franchement pas pour tout de suite, honnêtement. Donc voilà, les chaussures que j'avais du coup, c'était des Mizuno euh, que j'avais acheté à un magasin spécialisé. Je ne saurais pas du tout te conseiller sur les chaussures de run. En tout cas, moi, je sais que le vendeur qui m'avait conseillé, c'était un marathonien aussi et avait l'air très bien renseigné quand même. Euh, et donc, il m'a conseillé une paire. Moi, j'en ai essayé plusieurs. C'était celle qui me convenait le mieux. Au début, je trouvais que c'était horrible d'avoir un talon comme ça, là, sous le talon, tout simplement, une semelle comme ça sous le talon. Mais au final, je me suis très vite adapté. Et voilà, c'était très bien. En gros, j'ai pas le modèle de référence, mais si tu souhaites que je te le partage, n'hésite pas à m'envoyer un message directement ou à mettre un commentaire et je répondrai à ton commentaire. Voilà. Donc, ouais, j'ai fait le tour pour ça. Euh, Comme je disais tout à l'heure, on m'avait dit euh, certains trucs comme ça va être impossible,
tu vas jamais réussir, t'es fou, machin. Forcément, ça venait de gens qui faisaient pas forcément du sport à haut niveau, parce que forcément, tu vois, David Goggins, il va pas me dire, mais t'es fou, machin, c'est pas bien. Lui, il va me dire, ah, bah, c'est du petit lait, ça. Mais, euh, mais voilà, quoi, juste pour dire ça. Et donc, je t'avais dit qu'il y avait une phrase qui m'avait plus motivé que toutes les autres, c'était, sois réaliste, tu vas pas y arriver. Et vraiment, pendant toute la course, tu vois, je me suis dit, enfin, à la fin de ma course surtout, en fait, je me suis dit que j'allais y arriver tout simplement, que je vais lui montrer que j'étais réaliste, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait en soi. J'ai montré vraiment, j'ai donné le meilleur de moi-même pendant toute cette course. Avant de te dire comment ça s'est passé pendant la course, je vais te faire un petit peu un récap en chiffres. Euh, Si ça te parle de, en gros, bah, mes stats un petit peu, de tout ce 50 km, toute cette prépa 50 km que j'ai pu faire. Donc, en termes d'entraînement par semaine, comme je t'ai dit, j'avais 8 entraînements par semaine la plupart du temps. Et après, du coup, quand je me suis cassé l'orteil, j'en avais 6, à savoir donc 4 de stretching et 2 de course à pied, et avant 4 de chaque. Voilà, tout simplement. Ça a représenté donc un total en tout de 49 sorties en course à pied. Voilà. Honnêtement, je ne me représente pas trop si c'est énorme ou pas. Je pense que non, sur un an, ça ne doit pas être énorme, mais sur cette période-là, c'était peut-être pas mal. Bref, ces 49 sorties, ça a fait un total cumulé de presque 600 km, pour être très précis, 597,7 km parcourus. Euh, voilà, tout simplement avant de courir ces 50 km. Et en termes de durée, j'ai couru donc pendant 51 heures et 38 minutes. Donc voilà, ça c'est les stats un petit peu que je voulais, tu vois, te partager avant de t'expliquer un petit peu comment s'est passée la course en elle-même. Donc voilà, là on arrive sur le début de la course, je me lance tout simplement. Malheureusement, il faisait pas un temps excellent, hein. Il pleuvait pas énormément, mais il y avait un petit crachat pendant, on va dire, la moitié de la course, une bonne grosse moitié de la course même. Donc j'avais bien fait de prendre le sparadrap, que d'ailleurs j'avais oublié sur la première boucle, et c'est sur la première boucle qu'il a plu. Donc j'avais appelé un pote qui habitait à côté, il m'en avait filé un de secours pendant la course. Donc la première boucle, franchement, elle se passe super bien. La première boucle, elle faisait 20 km, si je dis pas de bêtises. Elle se passe vraiment très très bien. Euh, Pas de difficulté, je me sens bien. Donc à la fin de cette première boucle, j'arrive à ma voiture. Je prends à peine le temps de prendre quelque chose à manger et boire. En fait, j'ai juste repris un gel en plus dans ma poche. Parce que du coup, j'avais dans ma poche les gels, dans mon autre poche mon téléphone, dans mes oreilles mes écouteurs, et c'est tout ce que j'avais en soi. Voilà, tout simplement. Je l'ai déjà dit, hein, mais je n'aimais pas avoir un sac à dos ou autre chose pour courir. C'est pour ça que bah, j'ai pas eu de sac à dos ou autre chose, simplement. Et donc voilà, j'avais tout ça. Se finit donc la première boucle. Je pars sur la deuxième qui est différente que la première, je le rappelle. La deuxième, pareil, ça se passe vraiment plutôt bien. Je me sens bien. La deuxième faisait 13 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc sur cette boucle, pas de souci particulier. En tout cas, pas dans mon souvenir. Forcément, a posteriori, après avoir fait la course, ça paraît vraiment simple. Quand je l'ai fait, en fait, le cerveau, si tu veux, il efface très vite la douleur. Il efface très vite les moments de difficulté qu'on a eus. Donc, je ne saurais pas te retranscrire exactement, tu vois, tant de temps après la course, si ça a été dur ou pas. Mais en tout cas, à mon ressenti a posteriori de la course, tu vois, cette deuxième boucle s'est plutôt bien passée aussi. Voilà. Donc, on arrive donc à ma voiture, je reprends un gel et je repars pour la troisième et dernière boucle. Donc là, il faut savoir que j'étais donc à peu près à 33 km. Du coup, il m'en restait 17. Voilà. Et jusque-là, c'était facile, honnêtement. J'avais pas de difficulté. J'étais sur un rythme de course qui était plutôt lent, hein. En tout cas, pour moi, tu vois, c'était plutôt lent. Euh, je vais te dire à la fin combien j'ai fait au kilomètre, tout ça, bien sûr. Mais donc, pas de difficulté jusqu'au kilomètre 37. Au kilomètre 37, c'est là, en fait,
Si tu veux, moi, ma stratégie, c'était de ne pas regarder mon téléphone avec Strava qui enregistrait la distance, tout simplement. Euh, enfin, ma stratégie, c'était de vraiment pas regarder ça, en fait. Et en fait, quand j'ai regardé kilomètre 37, là, j'ai eu un boom dans ma tête. Je me suis dit, ah putain, il reste 13 kilomètres. Ah ouais, ça va être chaud, tu vois. Et il faut savoir que la raison pour laquelle je me suis dit ça, c'est tout simplement parce que j'avais l'impression d'être à plus de 42, quoi. Je me suis dit, je suis à 45, il reste quoi, 5 km à tout péter, quoi. Parce que d'après mes calculs, tu vois, des boucles, j'étais à plus. Mais non, 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 j'étais pas à plus. Donc, je vois 37, et là, je me dis, hmm, ça va être dur. Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Donc, euh, tu vois, sur ce moment-là, j'ai eu un petit coup de down. Je me suis dit, putain, ça va être chaud, tout ça. Donc, j'ai pas hésité, t'as vu? J'ai appelé mes potes, mes deux meilleurs potes, Raph et Laurent. Donc, Raph, enfin, tu le connais peut-être, du coup, vu qu'il fait du streetlifting avec moi, il est tout le temps sur mon compte, sur mes stories, tout ça. Bref, lui, du coup, a pu venir me rejoindre et me suivre, tout simplement, pour ces derniers kilomètres. Donc, je crois qu'il est arrivé à peu près au kilomètre 43, un truc comme ça. Du coup, pour les 7 derniers kilomètres environ, il a couru avec moi. Et ça, c'est non négligeable parce que franchement, c'est une aide de fou que, enfin, que tu aies quelqu'un à côté de toi qui te dise vas-y, vas-y. Et surtout que Raph et moi, on se connaît très très bien. On a un mental qu'on partage très très bien. Il faisait de la boxe taille avec moi aussi. Donc il a un gros mental aussi et une condition physique exceptionnelle que je respecte énormément. Bref, tout ça pour dire que c'est une grande aide quand même d'avoir quelqu'un à ses côtés pour courir. C'est vrai que si tu le fais à deux, c'est quand même beaucoup plus simple. Et si tu le fais, euh, enfin, je pense que si tu le fais sur une course officielle où il y a plein d'autres personnes qui courent avec toi, c'est quand même un peu plus motivant que quand tu le fais tout seul. Parce que quand tu es tout seul, tu es vraiment seul face à toi-même et face à tes pensées. Donc il faut réussir vraiment à dépasser ça. Donc, on est au kilomètre 33, tout ça. Il commence à faire nuit. Je suis avec Raph, on court. Et là, tout simplement, c'est débrancher le cerveau, continuer à courir. Là, à ce moment-là, je commençais à avoir des douleurs. Si je me souviens bien, du coup, dans les genoux, dans les cuisses surtout. Je crois que c'était surtout dans les genoux. Vraiment mes douleurs de genoux qui commençaient à revenir. Au niveau de l'orteil, étonnamment, pas grand-chose. Je pense qu'il était complètement anesthésié sur le moment. Mais du coup, ouais, sur les 5 derniers kilomètres, des bonnes grosses douleurs, tu vois, aux genoux, aux deux genoux. Euh, mais je me suis pas arrêté une seule fois de toute la course. Pour être très transparent avec toi, je me suis pas arrêté une seule fois de toute la course. J'ai pas marché non plus une seule fois de toute la course. Ça, c'était un de mes objectifs secondaires, tu vois aussi, qui était de ne pas marcher et de ne pas faire de pause. Et donc, j'ai vraiment fait tout d'une traite. Les seules pauses, entre guillemets, c'était peut-être les 15 secondes pour ouvrir mon coffre, prendre le gel, fermer le coffre, repartir. Et je suis allé aux toilettes deux fois, donc pour uriner juste. Heureusement, j'avais eu un bon transit ce jour-là, j'ai envie de te dire, parce que ça doit pas être plaisant sinon. Mais ouais, j'ai fait pipi que deux fois, alors que j'ai bu, je pense, 4 litres d'eau facile pendant la course. Euh, et donc oui, on en arrive là. Aucune pause. Au niveau, euh, au niveau de la fin, ça commence à être vraiment dur avec Raph qui m'encourage, ça va, franchement, c'est un très gros soutien. Et donc, je sais plus quelle heure il était exactement, mais il commençait à faire nuit. Et une fois que la nuit est tombée, on arrive sur les derniers kilomètres, tout simplement. J'arrive au dernier kilomètre, et là, t'as un boost. En fait, tu te dis, ah putain, il reste qu'un kilomètre. Et là, tu te rends compte que c'est ton mental qui te disait, et ton cerveau qui te disait, qui te protégeait, arrête, arrête. Tu vois, il t'envoie des signaux de douleur pour que tu arrêtes. Et toi, en fait, ton but, c'est de passer au-delà de ça. C'est dur à dire comme ça, forcément, mais tu dois passer au-delà de ça. Et c'est sur ce dernier kilomètre, sur ces derniers mètres, où je m'en suis rendu le plus compte parce qu'en fait, tu as un boost d'énergie, tu sais qu'il te reste qu'un kilomètre. Et un kilomètre, tu sais que c'est pas grand-chose. Donc, tu as un boost d'énergie. Et là, tu vois, je commence à accélérer, bien sûr, un petit peu la cadence, tout simplement sur les derniers 500 mètres, on va dire. Et je finis tout pile à ma voiture. Donc, ça, c'est top. Et donc, je clôture ces 50 kilomètres en un peu moins de 6 heures. Je n'avais pas d'objectif de temps. Je sais que je suis pas rapide du tout, honnêtement, hein, pour être très transparent avec toi. J'avais franchement pas d'objectif de temps. Mon objectif, c'était vraiment juste de finir les 50 kilomètres sans pause, accessoirement, ce que j'ai réussi à faire du coup.
Et ouais, juste finir, tu vois, et me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. C'est aussi simple que ça. Pas d'objectif de temps précis. Donc voilà. Je le finis donc, si je dis pas de bêtises, pardon, en 5h58 ou 5h59, un truc comme ça. Bref, quand je dis vraiment un tout petit peu moins de 6 heures, c'est vraiment un tout petit peu moins de 6 heures. Euh, L'allure au kilomètre, je crois qu'en moyenne c'était 7 minutes au kilomètre. Donc comme je t'ai dit, c'est pas rapide. Je sais que beaucoup font beaucoup plus rapide et ça m'étonne franchement pas. Mais moi, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment le but de juste finir et d'être content en fait de cet accomplissement et de pouvoir ajouter cet accomplissement à ma boîte à cookies, hein, dont on parlait tout à l'heure, la cookie jar, euh, noter, faire un 50 km, voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, Tu sais que tout le monde ne l'a pas fait et franchement c'était plus un défi personnel qu'autre chose. Euh, Juste, je voulais le faire. Je n'avais même pas dit à mes proches, à mon entourage que je le faisais sur le jour J. Du coup, Raph, quand je l'ai appelé, il a été très surpris, forcément. Mais voilà, c'est un défi que j'ai réussi à clôturer et j'en suis fier, tu vois. Euh, et je t'invite, tu vois, à te lancer un petit peu des défis comme ça. Donc, ouais, on en arrive sur ce que je retiens de cette expérience. Euh, C'était pas facile, franchement. Commencer à courir, c'est pas facile quand t'as jamais couru de ta vie. Après, j'avais une bonne condition physique, forcément. C'est pas comme si j'avais jamais fait de sport de ma vie. Mais en tout cas, courir en soi, je l'avais jamais vraiment fait. Découvrir cette nouvelle expérience, ça m'a... J'ai kiffé, franchement. Est-ce que j'aurais autant kiffé si j'avais pas eu d'objectif? Non. Franchement, non. J'aime pas courir dans la vie de tous les jours. Pour être très transparent avec toi, depuis ces 50 km, j'ai quasiment pas couru. C'est quelque chose que j'aime vraiment pas si j'ai pas d'objectif. Et le problème, pour revenir au street lifting, le problème, c'est que mon squat a pris un gros down, forcément, en utilisant autant mes jambes par semaine. Donc j'avais 2 séances squat plus des séances renfo jambes euh, par semaine, du coup, et 4 sorties de course à pied. Forcément, tes jambes, elles prennent un petit peu tarif. Et pour récupérer d'un squat lourd, ça commençait à être difficile. Donc mon squat, il a forcément baissé pendant cette période. Et c'est pourquoi maintenant, vu que je suis quand même plus focus sur le street lifting, je cours plus. Par contre, je marche énormément. Tu vois, j'ai remplacé ça par la marche, que je fais d'ailleurs pieds nus, si tu me connais un petit peu, en barefoot ou autre. Marcher, je kiffe ça, en écoutant un podcast ou autre. Je t'invite à le faire d'ailleurs, si tu es peut-être en train de marcher, en train d'écouter ce podcast, en train de marcher. Euh, voilà. Hum, Ce que je retiens vraiment ouais, de cette expérience, c'est que notre mental, de mon point de vue, est plus puissant que ton esprit. Tu peux arriver à faire presque n'importe quoi avec ton mental si tu le conditionnes bien, avec un peu d'entraînement, forcément. euh, Tu peux aller très loin, tout simplement. Donc, l'idée principale vraiment ouais, que je retiens, ça va être ça. Ça va être que ton mental, il est beaucoup plus fort que tu ne le penses. Et ça, tu peux te le prouver par une seule manière, c'est te défier. Te défier, ça va pas forcément être quelque chose de physique, ça peut être une phobie que tu as. Par exemple, je sais pas si tu as vraiment peur de parler en public, faire une conférence devant un amphi, tu vois, ça peut être un énorme objectif pour toi. Mais ça peut être des défis, tu vois, comme ça, qui peuvent t'élever et te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses et qui ont un impact sur toi à long terme et qui d'ailleurs peuvent franchement changer ta vie. Euh, Moi, tu vois, pour être honnête, le fait d'avoir réussi à courir 50 km au niveau de la perf, je trouve pas ça démentiel non plus, mais c'est plus au niveau de l'avoir fait sans pause, tout ça où là, je me sens vraiment accompli et fier de moi, en fait, de l'avoir fait, et à long terme, quoi. C'est pas quelque chose qui dure que 2 jours, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai principalement de ce 50 km. Maintenant, comment s'est passé les jours et enfin, le jour et les heures donc après euh, le 50 km? Je vais vous parler de mon refeed, je sais pas comment on le dit, bref, ce qu'on mange en gros après. Il faut savoir que du coup, après les 50 km, contrairement à ce qu'on peut penser, j'avais pas faim. Franchement, je voulais pas manger, mais par contre, mon corps avait besoin d'énergie.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais vraiment besoin de quelque chose à manger, je le savais. Et donc, je suis arrivé chez moi, je me suis fait des pâtes, du poulet avec du gruyère et un shaker de whey. Là, vous voyez peut-être venir la grosse connerie que j'ai faite, c'est que c'est complètement débile. En fait, après un tel effort, ton ventre, il est vraiment saccagé, ton corps, il est un petit peu saccagé aussi. Il est occupé un peu partout, à réparer par-ci par-là. Et si tu manges quelque chose pardon, d'aussi indigeste que de la whey, et bah tu dégueules. Et bah je te fais pas de dessin. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tout simplement tout dégueulé. Donc un conseil pour toi, si tu fais une grande course comme ça ou un gros effort, prends soin de ta nutrition vraiment après la course ou l'effort en question. Hydrate-toi bien. J'étais hyper desséché et le fait de vomir, ça m'a encore plus desséché. Vraiment pendant 2 3 jours, j'étais vraiment très sec, enfin très ouais, déshydraté plutôt. Ouais, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout simplement. Mais ouais, j'étais très déshydraté. Donc franchement, boire beaucoup, beaucoup, que ce soit pendant la course ou après la course, et avoir un refeed de qualité et vraiment adapté à toi avec des trucs plutôt digestes et qui attaquent pas vraiment l'estomac, quoi. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important, je pense, à préciser. Euh, Comme quoi, tu vois, je ne cache pas mes difficultés que j'ai eues. Euh, Franchement, j'étais très très mal après le. En fait, c'est vraiment, vraiment dans les 1 à 2 heures après le 50 km que j'étais le plus mal. Où là, vraiment, en fait, j'avais l'envie de vomir en fait qui commençait à monter, plus la faim qui commençait à monter. Mais quand tu as une envie de vomir et une faim qui commence à monter, bah, tu sais pas trop lequel choisir, entre guillemets, même si bah, c'est pas trop toi qui choisis finalement. Mais c'était un moment où ouais, c'était compliqué, hein. Et c'est le vomi qui l'a emporté. Enfin, en fait, j'ai mangé, mais j'ai tout dégueulé après. Du coup, bah voilà. Et après, il fallait tout simplement laisser le temps à son corps de se reconstruire, de se reposer, de se réhydrater aussi, surtout. Voilà. Au niveau des courbatures, tu dois sûrement te demander à ce niveau-là, comment c'était, au niveau des articulations, au niveau des courbatures, ouais, comment ça se passait. Euh, Honnêtement, très peu. Je m'attendais à vraiment à ne plus pouvoir marcher du tout. Honnêtement, ça allait. Le lendemain, je marchais presque normalement. Forcément, ça se voyait que, on dirait, je m'étais pris un balai dans le 1 et que je marchais un petit peu comme un pingouin. Mais franchement, ça allait. Je m'attendais grave à pire. Donc, bah, étonné que ce soit entre guillemets aussi peu douloureux après un tel effort, tu vois. Mais voilà. Globalement, je pense que j'ai fait le tour de cette expérience des 50 km, des livres de David Goggins que je t'ai présenté. Je fais un big up à Shadow Mentalité que vous regarderez sur Insta, Hamza du coup, si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises, mais qui a fait du coup 100 km il y a pas longtemps là. Donc c'est un streetlifter, hein, euh, en endurance plutôt, qui a fait 100 km sur un coup de tête et pareil comme il l'a expliqué, euh, juste dans un but en fait de se prouver à soi-même et de se préparer pour un objectif du coup en endurance et pas dans un objectif de performance, tu vois, dans le 100 km. Donc gros respect à lui. Voilà, je sais pas s'il écoutera le podcast, mais bref, ça c'est pas important, mais bref, allez le suivre, grosse mentalité. Voilà, voilà. Et bah, je pense que j'ai fait le tour de ce podcast. Je te remercie si tu es encore là de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas vraiment à laisser un commentaire honnête et constructif, voilà, que ce soit sur Spotify, YouTube ou autre. Euh, à noter du coup le podcast si tu peux sur Spotify. Euh, je te conseille vivement du coup de lire les 2 livres de David Goggins. Je pense que ça t'a motivé ce podcast à l'écouter. Je te conseille également de te lancer quelques défis, de mettre en place, tu vois, quelques tips que j'ai pu te présenter dans ce podcast, comme la cookie jar, le miroir, tu vois, tous les petits trucs comme ça. Voilà, moi, c'est les conseils que je peux te donner.
Et donc, dans ce podcast, je finis chaque épisode par une petite citation. Et aujourd'hui, cette citation, elle vient de MacArthur, que j'ai lu, enfin, que j'ai tiré plutôt du livre du fondateur de Nike. Donc, le livre, je crois, il s'appelle Nike. Non, c'est l'art de réussir, je crois. L'art de la victoire, c'est ça. L'art de la victoire, qui est une autobiographie de le fondateur de Nike, qui est incroyable. C'est un de mes livres préférés aussi. Qui est très facile à lire, contrairement à des livres de développement personnel par exemple. Bref, je m'égare. Cette citation de MacArthur dit on se souvient de vous pour les règles que vous avez enfreintes. Je te laisse méditer sur ça. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.